Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le Calvados avec le témoignage de Marie-Emmanuelle qui a quitté le stress de la vie parisienne pour venir s'installer dans le Calvados avec sa famille et ouvrir son entreprise de coaching. Ce projet qui lui tenait tant à cœur a été grandement facilité par Accueil Installe Calvados. Que vous envisagez simplement de déménager dans le Calvados ou que vous ayez déjà fait vos cartons, le Calvados veut vous accompagner, vous et votre famille, pour faire de votre nouvelle vie un changement réussi. Accueil Installe Calvados est un service sur mesure, gratuit, mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs et toutes les professions, dont les professionnels de santé et de la filière équine. En s'appuyant sur les services des 16 communautés de communes du département, Accueil Installe Calvados vous accompagne et facilite votre installation à travers 5 prestations clés. L'équipe d'Accueil Installe Calvados vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie grâce notamment à des itinéraires en autonomie, vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de modes de garde de vos enfants, recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Les visites peuvent être organisées sur une journée selon vos disponibilités. Vous aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Recommande l'offre de loisirs, sportifs et culturels selon vos centres d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Alors si vous souhaitez provoquer le changement de vie que vous attendiez en étant accompagné par des professionnels dans votre démarche, n'attendez plus et rendez-vous sur le site internet www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Estelle. Après avoir travaillé en tant que responsable des achats dans une entreprise d'aéronautique, Estelle a ouvert une boulangerie Feuillette. Après le bac, Estelle ne sait pas trop quoi faire. Elle commence en tant que commerciale, puis monte les échelons progressivement jusqu'à devenir responsable des achats indirects dans une entreprise d'aéronautique. Elle négocie et achète tout ce dont l'entreprise a besoin et qui n'est pas directement lié à la production. Estelle dirige une équipe de 5-6 personnes. Après une quinzaine d'années, Estelle ne se reconnaît plus dans les valeurs de l'entreprise, le management trop agressif et la pression des chiffres. Avec son conjoint, ils rêvent de créer leur entreprise à deux avec leurs valeurs où ils pourront mettre en place le management dont ils rêvent. Ils tombent amoureux des boulangeries Feuillette, boulangerie et pâtisserie premium avec un coin pour se restaurer sur place. Ils décident alors d'ouvrir leur propre boulangerie Feuillette en franchise. Aujourd'hui, Estelle et son conjoint sont encore dans les travaux et le recrutement d'une équipe de 20 personnes pour ouvrir leur propre boulangerie Feuillette près de Rouen dans seulement quelques mois. Alors avec Estelle, on a évoqué sa carrière dans une entreprise d'aéronautique, ses techniques de négociation, le management de ses rêves, comment elle s'est reconvertie en même temps que son conjoint pour lancer une entreprise à deux, pourquoi ouvrir une franchise est une bonne idée lorsqu'on est novice, l'investissement représenté pour ouvrir une boulangerie et leur future boulangerie Feuillette. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Estelle. Bonjour Estelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, je suis contente d'être là aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Aujourd'hui, je suis créatrice d'entreprise dans le cadre d'une franchise, un concept de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, traiteur qui porte le nom de Feuillette, qui commence à être un petit peu connu sur l'Hexagone, puisque c'est une franchise en plein développement. Et voilà, on est en train avec mon conjoint de monter le projet qui commence à être abouti maintenant. Ça a été un long parcours. Mais voilà, avec une ouverture prévue de notre entité pour la rentrée scolaire 2023. Alors c'est super intéressant puisque justement vous êtes en plein dedans, en plein travaux. C'est un petit peu le début avant que ça ouvre. Donc tu vas pouvoir nous raconter justement tout votre cheminement. Je suis super contente parce qu'on n'a encore eu aucun invité qui a ouvert une boulangerie. Et il y a un petit peu le rêve de « et si je devenais boulanger ?»
Je pense ça fait rêver beaucoup de personnes. Et ça n'avait rien à voir avec ton tout premier métier. Tu étais dans un tout autre domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant? Alors, avant de ce changement d'orientation, j'étais responsable des achats indirects dans une société enfin, locale à dimension internationale, mais de maintenance aéronautique sur des équipements des moteurs auxiliaires de puissance et les trains d'atterrissage. Et donc, c'est un site qui comporte à peu près 800 collaborateurs qui est basé entre Rouen et Le Havre et voilà qui rayonne à l'international sur ce marché de la maintenance. Et moi, mon poste en particulier était responsable d'un service de 6 personnes, acheteurs, assistants acheteurs, sur le portefeuille, enfin sur le portefeuille, avec plusieurs portefeuilles, mais dans les achats indirects. Donc, ça part des achats de consommables d'hygiène jusqu'à des achats de prestations intellectuelles, en passant par des contrats de maintenance des infrastructures, de projets d'investissement assez importants. Voilà, donc l'organisation et la coordination de tous ces projets qui étaient à ma charge avec des validations de commandes diverses et variées de divers matériels et de divers projets avec mon équipe et avec ma hiérarchie évidemment. Et alors, quelle est la différence entre les achats directs et les achats indirects? C'est vrai que moi, je ne connais pas du tout ce domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement? Oui, bien sûr, les achats indirects, c'est vraiment tout ce qui est connexe à la production, annexe, connexe. Enfin, on ne peut pas faire sans ces achats-là pour produire, mais ce ne sont pas des achats de production. Des achats de production, ça, dans mon domaine de l'aéronautique, c'était des achats de composants purement aéronautiques qui sont montés sur des moteurs ou sur des trains d'atterrissage pour l'activité de Revima. Et tout ce qui est achat indirect, c'est tout le reste. C'est des outillages, c'est de la formation, c'est des prestations d'entretien, des contrats de maintenance divers et variés. Donc tout ce qui va autour de la production, mais qui n'est pas la production. Et tu avais fait quelles études pour exercer ce métier? Mon premier job, c'était assistante commerciale export, donc toujours avec cette dimension internationale parce que j'ai toujours été très attirée par les langues, le voyage, et pour moi, enfin, ça résonnait comme ça quand j'avais 20 ans. J'ai évolué dans mes réflexions. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante commerciale export après mon BTS et ma licence d'anglais. Et la vie a fait que je me suis retrouvée par hasard embauchée dans une société pour être assistante achat du directeur des achats. Ça, c'était en 2000. Et j'ai commencé à être dans ce domaine achat. Alors là, c'était pour une société de communication, Lucent Technologies, ça s'appelait, où bon, c'était service achat de composants pour le matériel qui était assemblé sur le site où je travaillais. Et petit à petit, cette première expérience en CDI, je suis devenue approvisionneur. Donc j'ai eu vraiment ce premier lien, on va dire, avec les achats et à acheter mes composants en fonction des recommandations de l'ERP, du logiciel qui nous permettait de gérer la chaîne de fabrication et de production. Ça, c'était donc ma première expérience dans les achats. Et puis, ma société à l'époque a mis en place un grand plan de licenciement dont j'ai fait partie. Donc, j'ai retrouvé assez facilement du travail à cette époque-là dans les achats, toujours du coup, alors que j'étais partie initialement dans cette optique du commerce international, mais sans imaginer à ce moment-là qu'effectivement les achats pouvaient être aussi à l'international. C'était pas forcément non plus un métier qui était reconnu en tant que tel il y a 25 ans maintenant, 30 ans. C'est un métier qui est venu après dans les cursus scolaires, qui s'est professionnalisé sur ces 25 dernières années. Précédemment, il y avait des acheteurs, mais c'était des acheteurs qui s'étaient fait eux-mêmes sur le terrain sans toutes les méthodes pratiques, théoriques qu'on peut acquérir dans les écoles aujourd'hui sur les achats. Donc voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Et puis après, donc cette expérience-là, elle a duré 3 ans. Et après, j'ai été embauchée par une autre société toujours à dominante internationale dans l'emballage industriel où j'ai été donc au premier poste assistante du service achat,
puis petit à petit coordinatrice achat sur les 5 ans et demi ou les 5 ans et demi où je suis restée dans cette entreprise. Donc j'ai fait que progresser, des petites marches, petit à petit, parce que finalement ça m'intéressait. Je pensais pas en arriver là. C'était pas ce pourquoi j'étais prédestinée, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai aimé. Et donc voilà, je suis restée 5 ans dans cette entreprise qui est située toujours dans ma région d'origine, à côté de Rouen. J'ai évolué dans cette société en prenant petit à petit plus de responsabilités, évidemment que je n'en avais en arrivant. J'avais soumis à mon responsable de l'époque l'idée de rentrer dans un processus de validation des acquis de l'expérience, donc faire une VAE pour pouvoir attester de mon niveau, de me professionnaliser aussi enfin en tout cas, d'avoir une preuve de mes compétences dans les achats par le biais d'un diplôme reconnu. À cette époque-là, mon responsable n'avait pas forcément validé ma demande. Bon, ça m'était resté un petit peu en travers de la gorge, donc je m'étais dit que c'était peut-être pas ici dans cette société où je serais j'aurais la possibilité d'évoluer. Donc j'ai décidé de partir et j'ai été rapidement recrutée chez Revima. J'ai été enfin il y a un cabinet de chasseurs qui m'ont contacté. J'ai passé une batterie de tests et d'entretiens préalables et finalement j'ai été embauchée dans cette société de maintenance aéronautique dans laquelle je suis restée un peu plus de 13 ans. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps en tout, du début à la fin de Revima? Euh, alors, déjà, pour reparler de ce besoin que j'avais en moi de prouver, de mettre un nom sur mes compétences par un diplôme, surtout, chez Revima, j'ai pu, et je la remercie encore, ma responsable chez Revima, qui m'a laissé la possibilité de faire enfin cette VAE pour obtenir un master 2 dans les achats enfin responsable. Le titre c'est responsable achat et approvisionnement. Donc en milieu industriel sous-entendu, mais c'est un titre, un diplôme qui est assez large et qui peut couvrir d'autres d'autres domaines que l'industrie. Donc j'ai commencé ma procédure en 2011 et j'ai obtenu après moult efforts et voilà, un gros travail sur mes expériences passées pour élaborer mon mémoire et passer devant un jury qui a validé mes compétences. Ça a conforté mes connaissances et mes aptitudes à pouvoir endosser le rôle d'être responsable d'un service achat, ce qui m'a, au fil du temps, vraiment tendu les bras et fait envie. Tu avais besoin de légitimité, en C'est fait. ça, exactement. J'étais pas forcément, si je dois revenir sur mon parcours, j'étais pas forcément hyper fière de mon parcours scolaire, de mes études post-bac. À ce moment-là, j'étais comme d'autres, mais finalement après, en regardant ce qui s'est passé pour mes amies, elles ont toutes eu des parcours ou tous eu des parcours un peu peut-être moins organisés que les parcours de nos jeunes aujourd'hui, où ils sont déjà très cadrés dès la seconde, la première, la terminale. Ils sont sur une voie dans mon entourage, ils dévient rarement, ils ont des envies de métiers différentes de nos métiers de l'époque, mais en règle générale, ils sont sur des rails, je le vois avec mes propres enfants, et ils vont au bout. Moi, je me suis cherchée, on était tous un peu plus à se chercher dans les années, début des années 90, dans mon entourage, en tout cas, dans mes expériences personnelles. Et moi, j'étais aussi un peu du coup dans ce mode-là, donc j'ai réussi à faire des choses sans être complètement fière de mon parcours. Et je suis rentrée dans le monde du travail parce que je me voyais pas trop. Enfin, il n'y avait pas de proposition qui m'intéressait plus que ça. Il y aurait eu l'alternance autant développée qu'elle l'est aujourd'hui. Peut-être que c'est quelque chose qui m'aurait vraiment intéressé, mais ce n'était que les balbutiements. Et dans ce que je faisais, j'avais jamais entendu parler d'alternance possible. Donc voilà, je me suis retrouvée comme ça, enfin impliquée dans une vie professionnelle qui m'a intéressée dès le départ, mais ma base d'études me satisfaisait pas en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché à légitimer effectivement mon expérience et le niveau acquis au fil des années, avec la pratique de l'anglais aussi qui m'a permis d'obtenir les postes que j'ai pu avoir dans le passé.
Donc, tu as fait ça pendant une vingtaine d'années. Et quel conseil tu donnerais pour la négociation? Puisque quand on est acheteur, en général, ça veut dire qu'on est très, très bon négociateur, négociatrice. Quel conseil tu donnerais aux auditeurs pour améliorer leurs compétences en négociation? Ouais, la négociation, c'est beaucoup d'écoute, de détection des petites failles, on va dire, de son interlocuteur, se fixer aussi des objectifs d'atteinte d'un niveau que l'on souhaite avant de commencer un entretien où on sait qu'on va négocier. Il faut déjà avoir en tête là où on veut aller, ce qu'on veut obtenir. Euh, Évidemment, de toujours demander plus que notre atterrissage final. Et après, bah, utiliser effectivement la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, en détectant les petites failles de son interlocuteur, en sachant poser aussi des silences. Sur les retours que l'on peut avoir qui nous satisfont pas quand l'interlocuteur propose telles conditions qui ne nous conviennent pas, toujours pas par rapport à l'objectif fixé, bah, poser des silences, ne pas hésiter à sortir de l'entretien pour y revenir un peu plus tard. Voilà. Bon, j'ai fait des formations aussi dans ce cadre-là pour améliorer mes compétences en négociation et il y a beaucoup de leviers qu'on peut utiliser. Ceux-là sont, je pense, les principaux qu'on peut donner, hein, savoir se fixer, enfin, savoir où on veut aller, ce qu'on veut obtenir, et puis après, bah voilà, c'est un pas vers l'un, un pas vers l'autre, laisser penser à son interlocuteur qu'on lui fait des petites fleurs petit à petit, et finalement atterrir sur l'objectif. C'est quoi la PNL du coup? Parce que moi, je connais pas du tout. La programmation neurolinguistique, c'est détecter les mouvements de l'autre, ce que ses gestes, ses regards, son comportement dit sur ses intentions, en fait. Et ça permet, quand on a quelques petites clés pour détecter tout ça, d'aller appuyer en fonction de ses comportements là où entre guillemets ça peut faire mal et où on peut le faire craquer un petit peu. Ouais. T'as des livres, des ouvrages à recommander? Alors, il doit y avoir le fameux manuel jaune, pardon, jaune et noir, la PNL pour les nuls, par exemple. Ça doit être une première base. J'ai pas d'exemple là en tête. J'ai déjà eu de la littérature, mais c'est vrai que j'ai mis ça un peu au fond d'un carton parce que comme je suis partie sur autre chose, c'est pas mon livre de chevet quotidien. Mais il y a beaucoup de littérature sur la PNL et les outils à utiliser, enfin les clés, les petits outils, la boîte à outils pour la négociation. On pourrait dire aussi potentiellement que quand on est une femme et qu'on a, parce que ça reste vrai, un interlocuteur masculin en face, on arrive un peu plus à obtenir ce sur quoi on veut atterrir, en tout cas atteindre ses objectifs, que quand c'est une autre femme en face. Après, c'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que ça a une petite tendance à Ah, fonctionner. tu as remarqué ça, ouais? Surtout dans le milieu où j'ai pu évoluer, dans le milieu industriel, beaucoup de commerciaux auxquels j'ai pu avoir affaire sont des hommes. Donc c'est plus facile par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir avec des femmes en face à face avec des femmes, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu dirais peut-être qu'ils se préparent moins parce qu'ils se disent, ah, c'est une femme, elle va peut-être pas être très forte en Exactement, négociation et ouais, exactement. ouais. Ouais, tout à fait. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Donc, tu étais dans une entreprise d'aéronautique pendant 13 ans. Comment c'était l'ambiance? Est-ce que c'était plutôt masculin? Comment toi, t'as vécu ça? Comment ça se passait? Alors, quand je suis arrivée dans cette entreprise en 2009, c'était hyper masculin. J'étais une des premières recrues depuis longtemps, on va dire, dans le service et même dans l'entité où j'étais, parce qu'il y a eu un petit coup de mou, on va dire, économique pour l'aéronautique. Et du coup, comme on faisait partie d'un groupe international, il y a des entités du groupe qui débauchaient plutôt que n'embauchaient. Donc, les autres entités, comme c'était américain, enfin les États-Unis souhaitaient que toutes les entités du groupe suivent un peu leur tendance, à savoir ne pas trop recruter pour éviter les déboires qu'ils avaient pu avoir et du coup devoir
licencier des personnes, donc il y avait eu un creux. Donc je suis arrivée dans cette société, il n'y avait pas eu d'embauche depuis un certain temps, surtout d'embauche directe, on va dire, hein, parce que j'ai pas fait de période d'essai ou quoi. Enfin, si d'essai, mais c'était pas un CDD, donc voilà. Et du coup, c'était hyper masculinisé comme métier. Moi, j'étais vraiment en lien avec l'atelier puisque mes interlocuteurs, mes clients principaux étaient les ateliers. Et petit à petit, il y a eu des départs en retraite justement de ces hommes de l'entreprise. Et au fil du temps, et assez rapidement, il y a eu déjà donc plus d'embauches parce que le domaine repartait vers de bonnes perspectives économiques. Et ma responsable de l'époque, elle faisait un peu figure d'exception aussi parce qu'elle était on va dire la seule femme directrice d'un service achat, amélioration continue. Et elle a vraiment prôné et poussé vers le développement de l'embauche de femmes. Donc j'ai été un peu la première d'une longue série. Et notre service, mais d'autres aussi, comme les RH, la comptabilité, se sont renforcés majoritairement avec des femmes. Il y avait un petit esprit girl power qui s'est installé chez Revima et c'était plutôt bien de voir les choses se transformer, au moins sur cet aspect égalité, parité homme-femme. Après, l'ambiance dans cette entreprise au fil du temps, de mon point de vue, et pas que le mien d'ailleurs, c'est quand même dégradé en termes de top management, on va dire, qui a eu une emprise plus forte sur les managers intermédiaires avec des objectifs, des contraintes et oui, surtout des objectifs financiers très très forts, très importants. Qui a enfin ces méthodes, les méthodes et les objectifs ont commencé à, je trouve moi, entacher le climat agréable qui régnait dans la société pour petit à petit. Alors je donne absolument pas d'avis négatif sur ma société, hein, Revima. C'est juste que voilà, il y a eu des personnes, il y a des personnes aujourd'hui qui sont pas tout à fait orientée sur les valeurs qui étaient celles que j'ai connues au départ chez Revima. C'est-à-dire des valeurs de bienveillance, bonne humeur, entraide, etc. Aujourd'hui, enfin, ça fait qu'un an hein, que je suis partie, donc j'en parle avec encore beaucoup de souvenirs et Ouais. Voilà, c'est encore, D'émotion, oui, ouais. voilà, c'est encore assez marqué chez moi du coup. Ce changement d'ambiance, on va dire, ce changement dans les valeurs représentées par la société auprès et du poids mis sur les salariés ont contribué à mon début de réflexion vers un changement d'orientation parce que j'ai vu que finalement ce que j'ai connu au départ chez Revima ne reviendrait jamais. C'était un changement profond et définitif des mentalités et des objectifs de la direction. Donc moi je me voyais plus si on doit en venir à pourquoi j'ai évolué j'ai souhaité changer surtout, hein, me reconvertir. C'est pour ces raisons principales, hein. Ouais, c'est marrant parce que justement, ton témoignage me fait penser à Cécile. On l'a reçue il y a quelques semaines. Et c'est un peu la même chose parce que elle travaillait chez Renault, donc dans une grosse entreprise pendant une quinzaine d'années. Et justement, elle a vu l'entreprise un peu la décevoir petit à petit, les valeurs qui changeaient, le management qui a changé. Et exactement comme toi, en fait, elle est partie parce qu'elle se reconnaissait plus dans l'entreprise qu'il On avait. se reconnaît plus et Ouais. puis on se dit que tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu mettre en place, comme c'est balayé d'un revers de main par le top management. Moi, j'étais un N-2 par rapport à ma direction générale. Bon, voilà, quand on sent que on n'est plus en accord et que surtout c'est un état de non-retour, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de retour en arrière sur des
on reviendra plus à ce que c'était au début de ce qu'on a connu, parce que bon, 13 ans, c'est une bonne période quand même pour s'imprégner enfin, se sentir vraiment porté par une entreprise et accompagné dans son développement professionnel et personnel. Bon bah voilà. Et moi, je me voyais pas effectivement en se projetant 3 ans, 4 ans, 5 ans devant, on en serait toujours au même point, voire un point, enfin une situation pire. Donc non. Et alors, quel a été le déclic alors pour ouvrir spécifiquement une boulangerie? Comment ça s'est passé votre Alors la réflexion? réflexion, elle n'a pas été tout de suite portée sur ouvrir un commerce, puisque là, ça va être un commerce qui accueille du Ouais. public. On était Jean-Baptiste, donc mon conjoint, était aussi lui était aussi dans le privé, dans une société de distribution de produits, fourniture de bureaux, jeux, des jeux pour les enfants, du loisir créatif, voilà. Il se voyait pas non plus poursuivre ça. Lui, il est resté 17 ans dans cette société-là. Il a toujours été commercial grand compte depuis le début de sa carrière professionnelle. Et il avait, lui, pour le coup, encore plus fait le tour de la question que moi, parce que moi, ça faisait que 4 ans, on va dire, que j'étais responsable du service. Lui, il a toujours été sur son domaine responsable grand compte avec des clients, des gros acteurs du marché français, de la grande distribution et des enseignes spécialisées dans la fourniture de bureaux. Petit à petit, la lassitude s'est emparée de lui, sachant qu'il n'avait pas non plus forcément de perspective d'évolution dans sa structure dans laquelle il est resté 17 ans, et en s'imaginant postuler dans d'autres entreprises pour changer un petit peu d'air, il savait que dans tous les cas, il resterait on va dire cantonné à ce rôle qu'il avait dans cette société-là. Et en fait, juste changer d'entité pour finalement faire la même chose, rencontrer les mêmes soucis au quotidien, comme moi d'ailleurs, hein, j'aurais pu changer de société hein, aussi. Mais non, tous les deux, on en a longuement parlé, et il y avait quelque chose qui nous animait très fort, c'était l'envie de créer par nous-mêmes, de pouvoir gérer enfin une équipe telle qu'on l'imagine nous, avec nos valeurs, avec nos expériences, mais nos expériences professionnelles passées, ce qu'on a pu voir respectivement dans nos entreprises en termes de management, ce avec quoi on était d'accord et les méthodes avec lesquelles on n'adhérait pas du tout, voilà, sur lesquelles on n'adhérait pas du tout. Donc savoir ce qu'on veut pas, et puis de se dire que finalement on est après toutes ces années suffisamment armé, on l'espère à ce stade, pour pouvoir gérer nous-mêmes notre entreprise. Donc l'idée elle a germé comme ça, déjà en se disant bon après tout à nous deux on doit pouvoir avec deux cerveaux, deux histoires et de caractère aussi, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc en fait, on n'a pas du tout imaginé ce sur quoi on a finalement atterri là, mais voilà, l'envie était là, et puis on a fait une rencontre à un moment donné lors d'un petit week-end à Berlin, la rencontre d'une personne qui était pas basée en France, mais qui est basée à Majorque, qui était en train de développer un concept de dark kitchen, donc des restaurants, Des voilà, des cuisines, ouais. cuisines Ouais, des cuisines, voilà, des restaurants qui ne sont en fait ouais, que des cuisines. Donc c'est ouais. quelque chose qui nous a un peu comment animé à un moment donné. Donc on a avancé avec cette personne pour voir ce qui était possible de faire en France. Alors, et avec le recul aujourd'hui, on se dit que bah ça aurait pu être bien, mais au moment où on y a réfléchi, c'était presque déjà trop tard par rapport au Covid qui est arrivé juste après et qui a vu exploser les livraisons de repas à domicile avec les Uber et les Deliveroo et autres, voilà. Et on serait arrivé sur un marché finalement qui aurait été déjà bien lancé par des gros faiseurs. Et nous n'aurions été que des tout petits acteurs d'un marché local. Donc bon, on avait bien avancé avec cette personne.
Puis, en fait, à un moment donné, il a été quand même question de notions financières à apporter dans le cadre de ce projet. Et ça nous semblait un petit peu comment tendu sur les garanties qu'on aurait pu avoir en retour après avoir versé déjà des sommes assez conséquentes. Donc on s'est un peu ravisé. On s'est dit que c'était peut-être pas ça qui nous attendait. Donc on a continué de notre parcours de réflexion. On s'est tourné assez rapidement vers la chambre de commerce et d'industrie de notre ville. On a rencontré des personnes qui nous ont confortés, ou en tout cas rassurés dans nos capacités à pouvoir, par rapport à nos parcours, à pouvoir aller vers de la reprise d'entreprise, donc des cédants, des gens qui arrivent en fin de carrière ou qui simplement veulent arrêter leur activité et revendre leur société à des repreneurs que nous aurions été. Donc on a vraiment avancé sur ces sujets-là aussi. On nous a proposé plusieurs entreprises, alors de petite taille, hein, à notre niveau, mais sur des métiers un peu techniques ou sinon d'autres domaines. Alors là, on avait en l'occurrence une société qui faisait de la peinture en bâtiment, qui aurait pu nous intéresser. Et puis en regardant un petit peu plus près les comptes de la société, on s'est aperçu que se rémunérer à deux, ça aurait peut-être été un petit compliqué. Donc nous, l'idée, c'était quand même de changer pour faire mieux, pour avoir mieux, pour notre développement, enfin notre épanouissement personnel et professionnel. Le but, c'était de faire quelque chose qui nous élève plutôt qui nous fasse retomber un peu plus, voilà. Ouais. C'est vrai que quand on est deux, c'est plus risqué Ah puisqu'il oui, y a plus c'est il y a ça. plus personne qui a un emploi Ça, on stable. est Ouais. sans filet à deux. Ouais. Donc voilà, ça c'est une notion très importante. On a rapidement compris qu'il nous fallait quand même des garanties, des bases, une base solide pour se dire que on allait pouvoir continuer de progresser et non pas se retrouver dans quelque chose de plus galère, de plus compliqué de ce qu'on faisait avant. C'est pas le but. Enfin, à peu près conjointement à cette période où on a été contacté par plusieurs entreprises et via la CCI, Jean-Baptiste, moi-même, donc on avait toujours nos emplois respectifs, hein, on a continué de travailler normalement tout en menant ces réflexions, en ayant des rendez-vous avec la chambre de commerce, plusieurs personnes qui nous ont accueillis, orientés, je les en remercie. Jean-Baptiste, lui, dans son métier, se déplaçait assez quand même régulièrement pour aller voir ses clients et il lui est arrivé à plusieurs reprises, de se rendre à Tours, dans région donc Tours, c'est à 3 heures, 3-4 heures de Rouen, donc il partait tôt le matin, prévoyait son premier rendez-vous à 10-11 heures et le deuxième dans l'après-midi pour pouvoir revenir en fin de journée. Et lors de ces déplacements-là, le déjeuner du midi, bah, c'est sur le pouce, hein, on n'a pas le temps trop de se poser si on veut pas revenir trop tard. Et il s'est retrouvé plusieurs reprises donc dans ses rendez-vous à Tours, c'est l'anecdote, hein, à chercher de quoi déjeuner à 13 heures et de se retrouver devant des boulangeries qui sont démunies, des petites boulangeries de quartier, hein, des petits artisans, démunis de sandwichs, sans vouloir s'arrêter. Il n'avait pas envie de s'arrêter à chaque fois chez McDonald's ou quoi, c'est pas trop notre truc. Et un jour, il est tombé par hasard, donc enfin par hasard, en tout cas dans sa recherche d'un emplacement pour déjeuner le midi, dans une entité de feuillette. Euh, il a trouvé ça sympa, il l'a gardé pour lui dans un coin de sa tête. Il a déjeuné sur place, il s'est posé, il a branché son ordinateur, il a préparé son rendez-vous suivant. Et puis il est rentré. Il y est retourné quelques temps après. Il a redéjeuné au même endroit. Et le soir, en rentrant, cette fois, il m'en a parlé en me disant, écoute, j'ai déjeuné dans un endroit plutôt chouette. Je te montre. Alors, on a regardé sur Internet le site. J'ai dit, ah ouais, ça a l'air sympa. Il me dit, bah, en fait, il franchisait. Donc, jusque-là, on n'avait pas du tout imaginé se pencher vers la franchise, quelle qu'elle soit, hein, de ce genre de domaine de la boulangerie-pâtisserie ou autre. On n'avait pas du tout imaginé qu'on pourrait aller vers ça. Et ça, c'était juste avant l'été. Du coup, on n'avait rien à perdre, hein. On a du coup candidaté directement en ligne avec un formulaire qu'ils ont sur leur site web.
Et ça, oui, ça devait être en juin. Du coup, ça commence à remonter. Ça devait être en juin 2020, en plein Covid. On est parti en vacances l'été et donc ils ont élevé notre candidature. En remontant de nos vacances, on s'est arrêté. Donc on rentrait un dimanche. On s'est arrêté dans une des boulangeries qui est à Chartres ou à Orléans, je ne sais plus laquelle. Bref, c'est pas très grave. Il était 18h, c'était un dimanche soir et on s'est garé. Et là, il y avait une file incroyable de clients devant la boutique, à l'intérieur aussi. Donc forcément, je l'ai accompagné pour qu'on aille chercher notre baguette et nos quelques petites douceurs pour rentrer après les vacances. Et en rentrant dans la boulangerie, là, j'ai tout de suite eu la réaction waouh. Ah, Mhm. d'accord, ok. Là, on n'est pas sur un truc euh, chaîne. Enfin, c'est pas du tout comparable à d'autres enseignes. Ouais. C'est assez haut de gamme, tu dirais? C'est quoi qui Ouais, t'a ouais, plu? c'est premium, c'est premium. Ouais. C'est très joli, un intérieur très cosy, très confortable, un peu comme une maison de famille. On a envie de se poser là et de pas en bouger pendant 2 heures, prendre une boisson chaude, une boisson fraîche, peu importe, quelque chose à grignoter, tout seul, en famille, entre amis ou je ne sais. Enfin voilà, il y a plein de choses plein de situations à imaginer et une très belle vitrine, enfin un très beau comptoir très rempli de beaux produits, tout fait en en fait, du salé, du sucré, de la viennoiserie, des beaux pains, toutes sortes enfin voilà. Donc ça en met un peu plein les yeux quand on rentre. Et bon, j'ai été conquise, hein, faut dire. Mhm. Et voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Donc pas longtemps après ça, comme on avait candidaté, que je me refasse un petit peu le film, on a été contacté par le développeur de la société. En fait, la personne qui cherche en fait des futurs candidats à la franchise, qui étudie évidemment de très près les dossiers de candidature, puisque leur rentabilité dépend des choix qu'ils font sur les franchisés, parce que forcément la franchise verse une redevance comme toute franchise à son siège au franchiseur. Et nous, bah, on engage un grand pan de notre vie, un peu tout, dans cette aventure quand même. Quand on se lance dans ce genre, quand on l'a jamais fait, quand on n'est déjà pas commerçant, voilà, on a des confrères qui ont déjà été commerçants avant. Nous, non. Donc c'est un grand saut dans le vide. Alors avec des filets, comme je le disais tout à l'heure, hein, le fait d'être dans un cadre de franchise, on a ce filet, ce matelas de sécurité, on va dire, juste sous nous, qui nous permet de nous lâcher un peu parce que on n'a pas cette pression que des indépendants pourraient avoir. Alors si on n'avait pas été dans un cadre de franchise, jamais on ne serait allé vers la boulangerie-pâtisserie. Hein. C'était pas un choix qu'on avait dès le départ. C'est un choix qui s'est concrétisé par les échanges que l'on a pu avoir avec notre franchiseur, avec d'autres franchisés récents ou plus anciens installés pour Feuillette avec lesquels on a énormément échangé, qui nous ont confortés dans notre légitimité à pouvoir prétendre à être dirigeant dans ce cadre. Parce qu'on ne sera jamais des boulangers, on n'a pas, voilà, on va salarier des boulangers. C'est quelque chose que l'on aime, hein, on a de l'appétence, on est tous les deux des bons vivants, des épicuriens, on aime les bons produits, on aime manger, etc. Mais on n'est pas boulanger. Mhm. Et donc, tu dis que tu as plus de filets parce que ils vont te faire des projections financières. Par exemple, ils vont te dire, je pense que tu vas rentrer tant d'argent. Ils te donnent un petit peu des chiffres de ce que tu peux avoir. Oui, oui, bien sûr. Avant même de signer quoi que ce soit avec eux, on a pris énormément de renseignements et de garanties pour savoir où on va. On a un investissement de départ à mettre nous sur la table qui est aussi conséquent, mais qui permet de savoir qu'on rentre dans cette franchise et on est encadré, on est entouré, on est managé par par le cadre en place
C'est-à-dire que c'est un modèle qui est déjà éprouvé. On n'invente pas, nous, quelque chose. On prend pas ce risque-là parce qu'on a tous les deux 50 ans. On n'a pas du tout envie de se planter, d'être dans une situation très délicate en tant qu'indépendant parce que c'est loin d'être simple. On avait besoin de cette sécurité, mais en même temps de pouvoir lâcher nos chevaux en se disant voilà, on va gérer notre propre équipe, on va donner notre propre vision, nos valeurs et créer de la valeur en ayant une équipe qu'on a envie de faire monter en compétences, en responsabilité, voilà, on a vraiment cette envie profonde au fond de nous de faire fructifier ce pourquoi on s'investit tous les jours depuis maintenant de bonnes années. Mm. Et en termes d'investissement, tu as un plus gros investissement financier quand tu rentres dans une franchise que par exemple si tu crées une boulangerie, je sais pas, à ton nom, en embauchant des Ah boulangers oui, et tout ça. oui, parce qu'en fait, ah oui, c'est un gros investissement, hein. On vient avec une enveloppe. Alors là, je sais qu'ils l'ont baissé un petit peu pour permettre à plus de candidats à la franchise de se manifester, mais je ne sais pas si je peux donner des chiffres ici. Bah si c'est toi qui insistes, si tu veux bien donner des chiffres, c'est toujours intéressant. Je peux donner une grosse fourchette. Oui, voilà, on a un investissement de départ de 200 000 euros à nous. Cette enveloppe de départ permet déjà de convaincre la franchise de de notre motivation, de faire profiter notre entité, du sérieux de notre engagement. Enfin voilà, c'est une grosse partie de notre vie que l'on met dans ce projet. Donc on n'est pas là pour rigoler en fait. Et au total, oui, c'est 1,5 million en fait d'emprunt à la banque pour pouvoir monter notre feuillette. Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme hein, quand même. Oui, oui, voilà, c'est pour ça que voilà, j'en parle avec mes tripes parce qu'on est, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on sait que bon, cette situation à aujourd'hui, on l'a tellement réfléchi, on l'a tellement partagé. Alors avec des franchisés en place, des futurs franchisés, avec la franchise elle-même, on s'est énormément documenté. Voilà, jamais je dirais on va être les rois du pétrole, on va tout, on ne sait pas, mais on a beaucoup de d'indicateurs, de garanties. On a un business plan qui tient la route, tout normalement là sur le papier, et les expériences de nos confrères prouvent que c'est un modèle qui Mm. fonctionne très bien. Et c'est rentable au bout de combien de temps à peu près? 4 ans, c'est rentable dès la première année en fait. Première année, ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que les boulangeries, on n'imagine pas que ça peut faire énormément de chiffres puisque tout le monde achète des petites choses. Modèles de boulangerie c'est le concept feuillette, c'est le concept qui fait le plus gros chiffre d'affaires d'autres enseignes de boulangerie en France. Ouais. Et les plus gros chiffres d'affaires, c'est Feuillette qui les fait. Toi, tu conseillerais à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat de se lancer plutôt en franchise? Tout dépend de l'âge déjà des candidats à Ouais. l'entrepreneuriat, parce que je pense Oui, tu as plus que d'économies déjà il y a aussi. ça. Mais plus on est jeune, plus on a peut-être l'envie de faire quelque chose soi-même, Ouais. sans être dans un cadre, justement, dans un cadre, parce qu'il Mm. faut l'accepter, le cadre. Je vois pour échanger avec ma fille, qui participe en tout cas dans sa tête avec nous, voilà, qui est partie prenante au moins dans le fait de nous suivre dans notre projet. Euh, je sens bien que dans les échanges que je peux avoir avec elle, si elle se voyait entreprendre, elle aimerait pas avoir un cadre autour d'elle, en fait. Je pense que ça dépend aussi de la génération. Ah oui, c'est notre génération, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est ça. De l'âge de la génération elle a 20 ans, donc forcément c'est très différent pour elle aujourd'hui que pour nous aujourd'hui aussi. Euh, et elle me dit, mais ça, tu pourrais faire ça, ou rien que sur l'aspect communication, parce qu'elle fait des études en communication et marketing. Je dis non, on peut pas parce que c'est comme c'est
Et je sens que pour un profil comme elle, jeune, elle se sentirait trop cadrée. Nous, Ouais, frustrée un peu, voilà, ouais. frustrée dans la créativité, etc. Mais nous, Mm. ça nous convient bien. Donc ça fait à peu près 2 ans que tu fais ce projet. Qu'est-ce qui explique ce délai? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans? Est-ce que c'est un délai standard quand on se lance en franchise? Alors oui, ça peut être un délai standard quand il y a plusieurs étapes en fait pour en arriver là. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est manifesté par cette candidature en ligne auprès de la franchise, bon déjà c'était avant l'été, donc sur l'été c'est pas passé grand-chose. On a été contacté en septembre par le développeur qui nous a fait un premier entretien téléphonique pour vérifier effectivement notre motivation, notre détermination et nos possibilités financières aussi alors c'est pas le premier prérequis, hein, mais à un moment donné, forcément, ça arrive dans la conversation parce que ça sert à rien d'avancer trop si il n'y a pas il y a pas de quoi montrer son compte en banque à un moment donné. En revanche, derrière, il y a d'autres étapes, même si on n'évoque pas ça tout de suite. Derrière, on a eu donc ce premier entretien téléphonique. Ensuite, peut-être un mois après, on est allé le rencontrer directement au siège social de Feuillette à Blois. Donc, il faut aussi trouver un moment dans son propre agenda pour se libérer, prendre une journée de congé parce qu'on était l'un et l'autre en emploi. Donc, d'aller faire ce rendez-vous. Derrière, il y a de nouveau un petit peu de délai d'attente, voilà. Et puis après, on nous propose, si déjà ces entretiens-là matchent, on nous propose d'aller faire une journée, enfin une nuit, une journée en immersion dans une entité du groupe en tant que observateur, mais un petit peu petite main sur cette journée-là pour comprendre pour nous ce qui nous attend demain, mais on n'en a qu'un petit aperçu, hein, parce que sur une journée, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est pour eux aussi de voir comment on se comporte et avec le personnel qui est là, puisque c'est une entité classique du groupe qui fonctionne, hein, qui ouvre à 6 heures du matin, qui ferme à 20 heures, donc elle est dans son rythme, dans ses objectifs de la journée. Donc voir comment nous on évolue là-dedans, si on sait respecter deux trois consignes, voilà, pour et voir notre appétence aussi pour les produits parce que c'est quand même très important. Le produit chez Feuillette est quand même au centre des sujets et la satisfaction client, donc ça va ensemble. Donc voir comment on se comporte par rapport aux produits et puis faire un petit débrief en fin de cette journée avec le responsable de l'entité pour que lui donne ses commentaires ou ses remarques par rapport à cette journée et que nous, on donne aussi notre ressenti sur cette journée d'immersion. Donc, qui s'est plutôt bien passé du coup, puisque derrière, on remplit de nouveau un questionnaire sur cette journée, nos impressions, ce qui nous a étonné, ce qui nous a plu, ce qu'on imaginerait faire évoluer. Enfin, c'est déjà des réflexions un peu poussées parce que sur une journée, c'est un peu compliqué déjà de se positionner comme ça. Mais bon, voilà, tout ça fait qu'il y a un déroulé de questionnaire qui ensuite retourne au siège et qui est étudié par le siège et par la direction. Donc, Jean-François Feuillette, en l'occurrence, qui regarde un petit peu toutes les données et qui décide à l'issue de l'étude de ce début de dossier de nous rencontrer ou pas. Donc on a eu l'information quelques semaines après que voilà qu'il souhaitait avec son épouse à l'époque nous rencontrer pour passer un entretien avec eux. Donc on est retourné, donc il faut reprogrammer une journée, il faut que ça colle avec les agendas de tout le monde, hein, donc voilà. Et le nôtre aussi pour poser de nouveau une journée de congé pour pouvoir partir sur le siège social. Non, d'ailleurs, c'était pas le siège social, c'était un magasin du groupe. Donc, on les a rencontrés là-bas. On a fait un entretien pour se connaître un petit peu. On a eu pas mal de questions hein, de leur part pour qu'ils soient sûrs de notre volonté d'adhérer aux valeurs, d'être vraiment dans le référentiel attendu des franchisés, c'est-à-dire qu'ils veulent éviter que ce soit juste des investisseurs qui arrivent avec 1 million tout de suite à mettre sur la table, on va dire 1 million, hein, et que derrière, ils mettent un gérant dans l'unité et qui s'en occupe que de loin. C'est pas du tout la façon de voir les choses de la franchise. Ils veulent des gens
de préférence en couple comme nous, donc c'est un critère important. Ben, on peut se lancer tout seul, mais de ce qu'on voit nous là au quotidien, tout seul, c'est très compliqué. Parce qu'à nous deux, on est déjà très occupés. Et donc déjà, pour eux, c'est important de vérifier tout ça. Donc des profils qui seraient là que pour investir ou que pour se dire on va faire de l'argent, hein, en parlant très crûment, ils en veulent pas. Donc voilà, nous on ne savait forcément avant de passer cet entretien, on ne sait pas ce qu'ils attendent de nous. On y va avec qui on est, comme on est, avec nos convictions, nos expériences, nos histoires, et soit ça match, soit ça matche pas. C'est trouvé que ça a matché. Donc on l'a su 15 jours après cet entretien que on a été validé en tant que futur franchisé. Donc ça veut dire là c'est le point de départ de la validation du début de la franchise pour nous. Et bon voilà, donc ce jour-là on ouvre le champagne hein, quand même, parce que c'est quand même important, ça concrétise, ça valide toute notre démarche en amont, et les autres démarches qu'on a pu faire aussi qui n'ont pas abouti. Donc tout ça c'est le cheminement pour arriver à ça. Et derrière donc on signe un premier document qui s'appelle un DIP, hein, qui est classique dans tout contrat de franchise, hein, c'est un contrat préalable à la franchise. Et puis après c'est à nous d'aller trouver là où on va s'implanter. Ouais, Donc il le local. voilà, faut trouver soit un terrain, soit un local, de préférence un local si à louer ou à acheter, un terrain à louer ou à acheter. Bon, en général, les terrains c'est plus à l'achat. Voilà, donc ça c'est sauf si la franchise a quelque chose déjà à nous proposer parce qu'ils ont un projet sous le coude, ils ont un emplacement ou un local ou quelque chose qui pourrait potentiellement nous convenir, ou alors c'est à nous de chercher si leur proposition ne nous convient pas pour diverses raisons. Et c'est ce qui s'est produit pour nous puisqu'ils nous ont proposé un emplacement en région nord de la région parisienne. Alors c'était nous, le but c'était vraiment qu'on arrive à s'implanter sur notre territoire aujourd'hui, voilà chez nous, puisqu'on a des contraintes familiales qui font que l'un et l'autre qu'on ne voulait pas se délocaliser. Pour nos enfants, hein, déjà, c'était important. Tout ça, c'est une grosse réflexion parce que c'est vrai qu'on nous sert un dossier quasiment prêt sur un plateau, très tentant parce qu'eux ils savent, ils ont leur ratio, ils ont leurs études de marché qui prouvent que l'emplacement il est top, il est premium. On est sur des emplacements qui sont quasiment avec les mêmes contraintes qu'un emplacement McDo ou KFC, sans qu'on soit à comparer du tout avec de la restauration rapide, mais c'est le type d'emplacement qui est recherché par la franchise. Donc le cahier des charges est très contraignant. Donc quand on nous sert ça sur un plateau, on hésite quand même à refuser. Mais on se disait, comme on n'était qu'au début du processus de recherche, on s'est laissé un peu le temps de chercher, puisqu'on était encore chacun de notre côté dans nos emplois, on avait notre sécurité. On s'est dit, on prend un petit peu plus de temps pour trouver quelque chose près de chez nous qui nous convienne sans révolutionner nos vies familiales, en plus de la révolutionner professionnellement parlant, avec tout ce que ça implique. Hein. Il y a une prise de risque quand même. Hein. Je dis qu'on est avec un filet, on a des garanties, un cadre, mais c'est quand même une prise de risque qu'on n'avait pas envie de conjuguer avec une prise de risque aussi sur un déménagement, les traumatismes pour nos enfants. Enfin voilà, on ne voulait pas conjuguer tous ces facteurs un peu lourds ensemble. Jean-Baptiste a passé des heures carrées à chercher l'emplacement parce que vraiment la volonté farouche était de rester dans notre région, en tout cas pas s'éloigner trop. Là, on est à 20 minutes de notre domicile, donc c'est très bien. Et donc, comme ce terrain a été validé rapidement, ça c'était une bonne chose de fait. Seulement derrière, ce sont beaucoup de contraintes de délais administratifs, des délais légaux, et quelques ennuis en fin de parcours. Une fois que tout ça avait été acté, on est passé par un maître d'œuvre qui n'a pas qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire en temps et en heure. Il nous a posé quelques soucis et il est devenu évident rapidement qu'il fallait qu'on s'en sépare.
on s'en est séparés, mais il a fallu retrouver un autre maître d'œuvre, que ce nouveau maître d'œuvre prenne vraiment connaissance de tout le dossier, qui recommence des phases qui n'avaient pas été faites correctement par le précédent. Donc c'est pour ça que notre dossier finalement a duré voilà plus longtemps que ce qu'il aurait dû. En ayant trouvé le terrain sous 5 mois, normalement, on aurait pu ouvrir avec les prévisions que nous avait fait la franchise, on aurait pu ouvrir c'était très ambitieux, hein, mais on aurait pu ouvrir en novembre de l'année dernière. Ouais. Et là, c'est prévu pour quand? Début septembre 2023. Ouais. Donc on a Donc vous êtes à Le Petit Quevilly. Au Petit Quevilly, ouais, à côté. Voilà, à côté de Rouen pour les auditeurs. C'est ça. Et alors, comment ça se passe avec ton conjoint? Alors, qui va se lever tôt le matin pour aller à la boulangerie? C'est une grande question. Alors, on prend beaucoup de renseignements et d'expériences auprès de nos confrères, hein, parce que c'est notre source principale. La franchise nous donne beaucoup d'informations, mais la vraie vie, le vrai terrain et le day-to-day, c'est nos confrères ou nos consoeurs franchisés. Et pour en avoir visité plusieurs aussi et avoir été formé, parce que ça, je l'ai pas encore évoqué, mais on a fait une formation l'année dernière de 3 mois dans une entité du groupe. On a, en fait, l'expérience montre que pendant 3-4 mois, au début de l'activité, hein, à partir de l'ouverture jusque pendant 3-4 mois, on y sera tous les deux tôt le matin. Et tôt, c'est 4 heures. Hein. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à la fermeture 20h, 21h, hein, tous les jours, sans interruption. Alors on verra comment on tient le coup. Peut-être qu'au bout d'une semaine, on commencera peut-être à s'alterner un petit peu, qui y va le matin, ou enfin on verra. Mais bon, effectivement, on n'a pas 25 ans non plus, hein, on a le double. Donc on est prêt. On dort bien là actuellement. On essaie de prendre nos heures de sommeil au maximum pour être en forme le moment venu. Mais c'est certainement, enfin c'est certain que c'est une question qui me taraude. Mais c'est comme avoir un enfant à nouveau en fait. On se dit il va falloir. On n'a pas le choix. Hein. Là, on a un gros bébé à gérer, que tout le monde soit une équipe à créer et à faire adhérer à nos visions, à nos valeurs. Donc et s'assurer que le travail est fait correctement tel qu'on l'attend au quotidien. Donc il faut qu'on soit présent. On n'a pas le choix. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, je pourrais peut-être en dire plus dans un an, parce que dans un an, j'aurai 6 mois ou 7 mois d'activité. Ouais. Mais aujourd'hui, entre mon départ de mon entreprise, et je parle pour Jean-Baptiste qui est pas à côté de moi, mais qui pense la même chose, je le sais, un épanouissement incroyable, en fait. Toutes ces étapes, tout ce parcours que j'ai pu raconter et tous les détails que je n'ai pas racontés, à savoir tout ce qu'on doit faire au quotidien, toutes les petites emmerdes qu'on a, hein, pour parler trivialement, tous les interlocuteurs qu'on rencontre, des partenaires qui nous aident, la banque, l'expert comptable, le maître d'œuvre, nos fournisseurs divers et variés, notre famille, nos amis, enfin qui nous soutiennent dans ce projet. Pour la famille, c'était un peu plus délicat au départ, puis finalement, on les a convaincus d'adhérer à notre projet et on a réussi, visiblement, parce qu'ils sont contents aujourd'hui. Moi, Jean-Baptiste, on se sent vraiment épanoui. Même si c'est éprouvant par moment, épanoui, heureux de le faire. Enfin, moi, j'ai des petits papillons dans le ventre tout le temps, comme quand dans un état amoureux un peu. On est super content, on est excité, et je pense que c'est ça en fait. La reconversion réussie, elle commence là, avec cet avant-projet, avant-ouverture, on va dire. C'est plein d'étoiles dans les yeux parce que on espère beaucoup et on met tout en œuvre au quotidien pour que ça marche. Donc comme tout ça c'est très personnel, c'est plein de, enfin
le professionnel, le personnel, aujourd'hui, ils se mélangent. Il y a des gens qui pourraient dire, ah, mais tu mélanges le pro. Non, nous, ça nous éclate, en fait. On avait tellement envie de ça. On avait envie de se réaliser par nous-mêmes comme ça. Et c'est devenu criant de vérité au fil de ces mois. Alors, c'est sûr, quand on a quitté nos postes, on était un peu en se disant, bon, voilà, ça y est, on n'a plus rien qui nous retient, qui nous lie, qui nous rassure. Quand on est salarié, on a ce matelas sous nous qui nous soutient. On se dit bon bah si on flanche parce qu'on a un petit problème passager, on est quand même là. Il y a quand même l'entreprise. Là, non, il n'y a plus rien. Ouais, Il y a plus ouais, c'est un rien. peu la prison dorée, je dirais. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, Oui, là, t'as plus de prison, non. mais c'est pas doré non C'est plus. pas donné on vit nos journées comme on les entend. Enfin, on s'organise, Ouais, ouais. on est très occupé, mais on a cette liberté d'action, de réflexion et d'organisation qui nous plaît vraiment, en fait. Mm. Et alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Eh bien, on fait un feuillette, hein. Là, c'est notre bébé. Peut-être que ce sera le seul, mais peut-être qu'il y en aura d'autres derrière. Alors feuillette ou une autre activité, mais on le sait pas pour le moment. Mais beaucoup de nos confrères s'arrêtent rarement à un feuillette, ils en ont un deuxième à un moment donné. Ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi Comme pas? quand tu fais 2 enfants. C'est ça. Mais on se laisse le temps parce qu'on va quand même un peu vers l'inconnu sur ces aspects Ouais. effectivement effectifs à gérer. C'est après, enfin, on le sait que c'est pas quelque chose de simple hein, de gérer une quantité parce qu'on va avoir 25 salariés à peu près entre 25 et 30. Hein. C'est pas rien. Et puis bah voilà, faut se dire bah allez, on se relance une deuxième fois. On sait par quoi on est passé. Demain, ce sera plus facile de se relancer sur un deuxième magasin potentiellement, mais on ne sait pas. Et puis et puis on va se laisser le temps d'y réfléchir, de déjà se poser, faire ce premier parce que c'est quand même un gros bateau à emmener et l'avenir nous dira. Un grand merci Estelle, en tout cas, ça nous a donné envie de vous rendre visite. Je mettrai ton compte LinkedIn pour les auditeurs qui voudraient te poser des questions. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci pour ce partage, c'était sympa. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.